Merci beaucoup, merci de m'honorer chaque fois en me proposant cette dernière conférence. Je suis extrêmement touché par le partage de Claude. Je te remercie profondément du fond du cœur pour ton humanité et tu nous illustres combien c'est en acceptant notre vulnérabilité que nous sommes forts. Il y a une puissance incroyable dans le fait d'accepter sa sensibilité. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je voudrais vous proposer de voir que j'accompagne les humains dans les cycles et saisons de l'existence depuis bientôt 25 ans, dans les méandres de la vie en quête de sens. Et il m'apparaît qu'il y a une sorte de dénominateur commun entre chacun d'entre nous, où que nous soyons sur la planète, et quels que soient nos codes et nos modes, je pense que nous cherchons à vivre des relations vraies, profondes, fécondes et fluides. Nous sommes fatigués des relations fausses avec des agendas cachés, des jeux de coulisses, des masques, de l'hypocrisie, de la langue de bois. Nous voulons des relations vraies, qui sonnent justes, vraies, profondes, fatigués des relations de surface qui n'adressent pas les vrais enjeux. Nous voulons rencontrer les vrais problèmes, se parler clair et net. Vraies, profondes, fécondes. Nous sommes fatigués des achoppements systématiques sur les mêmes irritants. Nous voudrions que ça débouche sur quelque chose qui ait de la valeur ajoutée à nos échanges. Féconde. Et enfin, nous sommes fatigués, effectivement, d'achoper sur les mêmes pierres comme un âne ne le ferait même pas. Nous aimerions des rapports fluides et pouvoir retrouver la fluidité si on l'a perdue. Si c'est ça que nous cherchons, sans doute profondément, 7 milliards d'êtres humains sur la planète, ce n'est pas forcément ça que nous vivons. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince? Eh bien, je vous propose de visualiser que nous cherchons à vivre ça un peu comme si nous pouvions nous installer sur notre fil rouge, chevaucher notre fil rouge intérieur. Depuis le temps que j'accompagne les personnes, je pense que c'est ça l'enjeu, la relation vraie, profonde, féconde. Nous cherchons à vivre ça. Et derrière cette qualité de relation avec soi, toutes les parties de soi, même l'ombre qu'on n'aime pas trop voir, mais qu'on a besoin d'apprendre à intégrer, évidemment, puisqu'elle nous appartient. La relation à l'autre, toutes les parties de l'autre, même son ombre qu'on a besoin d'accepter et qu'on acceptera d'autant moins qu'on n'a pas voulu voir la sienne, évidemment. Et enfin, la relation avec la vie, l'univers, le cosmos, la grâce, l'esprit, le souffle, Dieu, vous mettrez le mot que vous voudrez sur cette troisième dimension. C'est sur ces trois axes que nous cherchons à vivre cette relation vraie, profonde, féconde et fluide, parce que nous sentons bien qu'à la clé de cette qualité de relation, il y a un état de profond contentement intérieur, un état de paix intérieure, ancré, stable, durable et transportable à travers les difficultés, parce que des difficultés, il y en a. On n'est pas dans un monde de bisounours, on s'en prend parfois plein la figure. Il y a des conflits à vivre, il y a des deuils à traverser, etc. Il y a des moments de perte de sens. Nous aimerions sentir que nous avons réussi à établir cet état de paix qui ne nous quitte plus à travers les circonstances. Cet état se révèle de plus en plus stable, de plus en plus transportable et de plus en plus contagieux, généreux, rayonnant. Il y a vraiment une dimension collective à avoir travaillé sur soi et c'est encore largement méconnu. Or, je crois que c'est ça qui nous impacte quand nous voyons des gens qui ont vraiment vécu un état de paix généreux, contagieux. On pense souvent à des gens qui ont une vie spirituelle assez nourrie, et tiens, c'est curieux, comme Mandela, comme Václav Havel, comme les religieux, Mère Teresa, etc. On voit qu'il y a un impact, quoi. Cette vie intérieure profonde sert. C'est ce que j'appelle dans mon travail de l'intériorité citoyenne. C'est sans doute ça que nous cherchons, un profond contentement intérieur. Pourquoi vous levez-vous le matin? Vous me répondrez, mais pour faire du café, m'occuper des enfants, faire le petit-déj, préparer les tartines, les amener à l'école, les déposer à la crèche, partir travailler, gagner un peu d'argent, rentrer le soir, faire des courses, faire tourner la machine à linge, surveiller les devoirs, donner le bain, coucher les uns les autres, manger un petit bout, regarder la télé et puis dormir. Eh ben non. C'est pas pour ça que vous vous levez le matin. Vous vous levez le matin pour vous enchanter d'être en vie dans un monde vivant. Et effectivement, préparer du café, donner un petit déjeuner à ses enfants, leur donner une instruction qui leur permettra d'avoir du savoir pour être libre et pouvoir transformer le monde, assurer une certaine ressource financière en ayant un travail qui n'est pas forcément celui qu'on aurait choisi, mais qui permet d'assurer la stabilité et le confort de chacun, et effectivement avoir un temps de sommeil suffisant, être en connexion avec les amis. Tout ça, c'est la logistique. Une logistique assez efficace pour l'enchantement. Mais ne mélangeons pas les registres. Hein. On ne se lève pas pour faire. On se lève pour être. Être proche de soi, le premier humain dont j'ai la charge.
être proche de mes proches, des êtres humains que j'ai choisis pour traverser cette expérience qu'est la vie, être proche de ceux avec qui je collabore, d'être à être. C'est ça la priorité. C'est ça le fil rouge, individuel et collectif. Quelque chose fait qu'on a quitté ça. Quelque chose fait qu'on a quitté des rapports humains qui ne sont pas dans la confiance, l'expansion, le plaisir, la complicité, l'humour, mais dans la méfiance, la contraction. Attention, 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 attention. Et ça démarre très tôt. Ne cours pas sur l'arbre, tu vas glisser, tu vas salir ton pantalon. Ah. Au lieu de dire tu veux monter, explorer, vas-y. Et attention, il est mouillé, tu pourrais glisser. Je ne suis pas sur Terre pour que mon enfant ne salisse pas son pantalon. Ce n'est pas l'objectif d'avoir mis des enfants au monde. Nous avons l'habitude de vivre des rapports de contraction. Dans ce système, nous vivons des rapports, dès qu'il y a une tension, quand tout va bien sûr, mais dès qu'il y a une tension, nous réglons ça selon des rapports de pouvoir, domination, soumission, agression, démission, manipulation, séduction, avec forcément quelqu'un qui perd, quelqu'un qui gagne, et de la revanche. Et on entretient un phénomène d'extrême amertume croissante. Et dans ce système-là, nous avons généré un système basé sur je, me, moi, assez égoïste et souvent avide, face à tu, te, toi, vécu de façon assez hostile, souvent même menaçante. Et nous avons oublié le nous. Pas juste le nous autres, contre vous autres, et foutez-nous la paix, mais le nous tous, nous tout le vivant, tous les passagers de quelque ordre qu'il soit sur la planète, dans tous les règnes, du minéral jusqu'à l'humain, passagers d'une embarcation fragile. Qu'est-ce qui a fait qu'on a quitté cet élan de contentement dans la communion avec l'ensemble du vivant et qu'on est piégé dans des choses à faire? Eh bien, je vous propose une certaine lecture de ça qui peut nous aider à comprendre. Je crois que l'enfant en nous a pu chevaucher son élan de vie. L'enfant en nous a pu être dans l'instant, dans le contentement intérieur. Vous avez eu des enfants, j'ai 3 filles. J'ai été émerveillé de voir la joie de l'enfant. Et en voyant même des reportages, un enfant peut être en joie dans une ville en ruine. Comment est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Et les neurosciences nous prouvent aujourd'hui, la psychologie positive nous montre que les enfants sont joyeux par nature. C'est notre vraie nature, la joie et l'empathie. L'enfant, il est là. Pas d'appréhension du futur, pas de regret du passé, il est là dans l'instant. À nous, il faudra des années de pleine conscience pour revenir là, alors qu'on y était. C'est dommage quand même. Alors, ce qui m'a frappé aussi avec les enfants, c'est la connexion, pas de cloisonnement. Quand l'enfant est dans son bain avec le petit canard jaune, la petite baignoire en plastique dans le grand bain des parents, il est eau chaude, petit canard en plastique et baignoire tout à la fois. Quand plus tard il court dans les hautes herbes derrière les papillons, il est course, cheveux dans le vent, soleil et graminé. Et puis enfin, quand il fait des câlins avec papa ou maman, il n'y a pas toi, papa ou maman là devant et moi gamin ici, il y a nous. Un nous nourrissant, un nous de partage, d'appartenance. Il n'y a pas de différenciation. Et c'est en vrai que quand il voit le pigeon qui marche un peu difficilement, il est malheureux, il s'est peut-être cassé la patte, il faudrait s'occuper de lui. Et le petit lapin, il n'est pas tout seul, il n'a pas perdu sa maman. Il y a appartenance, nous tous. Il n'y a pas de séparation. À cet enfant qui est là dans un profond contentement de tous en être, des parents bienveillants, puis des enseignants de tout type, habités de très bonnes intentions, et c'est parce qu'il y a si bonne intention qu'on ne voit pas le piège, auront dit des choses comme « on ne fait pas les choses parce qu'on est bien dedans, mon petit, on fait les choses parce qu'il est l'heure, parce qu'il est temps, parce que c'est par ici, mais jamais par là, voyons. On fait comme ceci, mais jamais comme ça. Il faut étudier, étudier beaucoup, travailler, travailler beaucoup, s'engager, trouver un conjoint, faire des enfants, ne pas oublier de payer sa pension de retraite et de téléphoner à belle-maman le soir de Noël. Voilà. Et mine de rien, vous avez ce petit être qui quitte son élan de vie, qui partait par là, mais lui, il va par ici, tac, 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 il se coule dans le moule, il se conforme à la norme, et il finit par avoir l'âge que nous avons, qui doit être en moyenne ce soir, ce midi de 30 ans, je pense. Et il prend ce qu'il vit, sa façon de conduire ses affaires, s'il en a, son couple, s'il en a, ses activités, le rapport aux enfants, aux partenaires dans le business, il prend ce qu'il vit pour l'exercice de sa liberté sans mesurer à quel point il est pris dans des enfers. Me ment. Il est pris dans des enfers, me ment, dans des systèmes de pensée qui ne sont pas remis en question. Il a téléchargé et il reproduit. Copier-coller.
Il fonctionne comme ces pianos anciens dans lesquels, rappelez-vous, on mettait un carton troué, il y a de la musique. Mais il n'y a pas d'artiste. Et il n'y a pas de fantaisie, on ne sort pas du cadre. On reste dans ce qui est prévu. C'est un peu ennuyeux. C'est vraiment monotone. On finit par en avoir ras-le-bol. Et notez bien que c'est ça qui arrive à la majorité de nos contemporains qui trouvent la vie un peu ennuyeuse, assez monotone, et qui pour beaucoup en ont ras-le-bol et qui compensent. Parce que dans cette tension entre ce que je voudrais vivre, que beaucoup d'entre nous sentons bien, même si on n'arrive pas encore à s'aligner dessus, on sent bien, moi, mon inspiration, elle va par là, je le sens bien, je le sens bien. Et souvent, il y a des pensées sabotrices qui disent non, ils ne pensent pas, la sécurité, le cadre, tout ça, c'est très bien. Et j'ai longtemps vécu comme ça, bien évidemment. Donc je vous en parle en connaissance de cause. Et beaucoup d'adolescents perçoivent, mais l'élan de vie va par là, mais la vie qu'on propose va par ici. C'est trop dur, trop de tension. Moi, je reviens d'où je suis. Hein. Et ils quittent, parce qu'ils n'en peuvent pas. Et qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes pour le dire, je comprends ton élan. On va mettre en place ce qu'il faut pour que tu le vives. Nos enfermements ne sont pas une tragédie, on peut en sortir. Pas beaucoup d'adultes sont capables d'accompagner ces enfants. Donc nous sentons cette tension entre ce que j'aimerais vivre et ce que je vis vraiment. Et là, figurez-vous que s'engouffrent tous les mécanismes compensatoires dans cette espèce de bouche de crocodile. Là. Compenser, c'est facile dans une société de consommation. On a tout sous la main, dans l'immédiateté, tellement rappelé au cours des différentes conférences. Je suis tendu au boulot, je suis énervé, des rapports de pouvoir, du cynisme, de l'agacement, je ne sais pas comment changer ça, je ne sais pas comment me changer, je rentre à la maison, une petite bière, ça me détend. 2 petites bières, ça me détend bien. Tout le pack de bière, je suis bien détendu. Ouais, c'est vite fait. J'ai des angoisses existentielles, la crise, la mutation du monde, mon Dieu, les risques nucléaires, Trump, au secours, une petite pilule, ça me calme. 2 petites pilules, je suis accalmé. Toute la boîte de pilules, je vais dormir toute la semaine. C'est sous la main, la compensation. Ou bien simplement, de façon plus politiquement correcte, j'ai des angoisses existentielles, je ne veux pas m'écouter, je ne sais pas qui je suis, comment je vais, mais je travaille, je deviens work alcoolique, et ça fait très bien, il travaille beaucoup, il est engagé, voilà, bravo. Et moi, je me fuis. Les mécanismes compensatoires sont faciles d'accès. Je ne vais pas vous laisser sur ce dessin tragique, l'idée de la conférence est de voir comment on s'en sort, je prends plutôt... L'idée, c'est d'aller voir, mais... Pourquoi je fonctionne comme ça? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que je cherche à vivre? Quels sont mes besoins? Comment je me sens? Ceux qui ont fait le petit atelier avec moi ont pu percevoir une clé, parmi bien d'autres, évidemment, de discernement de ce qui se passe. C'est quoi mon axe? Vers quoi je tends? Petit à petit. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est un processus. On n'est pas dans un monde de bisounours avec des clés magiques. Hein. C'est du boulot. Toutefois, ça s'apprend petit à petit. Et petit à petit, à force de sonder ce que je veux faire, Claude nous en donne un merveilleux exemple très pratico-pratique, et bien petit à petit, je trouve mon élan et les choses bougent. Parce que si moi, citoyen, tout seul, je sens que ça a besoin de bouger, je suis rarement tout seul. C'est qu'il y en a beaucoup qui sentent la même chose mais qui n'osent pas. Et la générosité qu'il y a à oser bouger, c'est qu'on permet aux autres de bouger aussi. Donc allons-y. L'idée est de se raligner sur son fil rouge petit à petit. Alors, pour s'aligner sur son fil rouge, c'est peut-être intéressant de voir, mais qu'est-ce qui nous tient dans nos enfermements? Qu'est-ce qui fait qu'on est coincé là-dedans? Malgré nous, on voudrait bouger, mais on ne sait pas le faire. Alors, je vous propose une lecture parmi bien d'autres. Je vous propose de voir que nous sommes pris dans des pièges que nous ne voyons pas, tellement ils sont imbriqués à nos façons de vivre les plus habituelles. On a grandi comme ça, on a vu fonctionner autour de nous, donc on ne se doute pas que c'est piégeant. Et on ne peut pas sortir d'un piège sans avoir perçu qu'on est pris dedans. La seule façon de sortir d'un piège, c'est d'avoir réalisé, tiens, mon fonctionnement est enfermant. Ma façon de parler à mon ado ne suscite pas son écoute et son adhésion. Comment est-ce que je pourrais lui parler autrement? Je suis enfermé dans une façon de m'exprimer qui crée de la fuite, la porte claquée et la bouderie, et la musique à fond dans la chambre. Comment est-ce que je peux faire pour rassembler mon équipe d'une façon où chacun s'écoute et se parle? Observer ses propres fonctionnements, ses propres pièges. On ne peut pas sortir d'un piège sans savoir qu'on est pris dedans. Et deuxième étape, on ne peut pas sortir d'un piège sans savoir comment il fonctionne. Comment fonctionne le piège? Si vous ne savez pas comment il fonctionne... Oula, ça fait un drôle de bruit, ceci, non? Si vous ne savez pas comment le piège fonctionne, vous ne pouvez que le subir. Et il y a bien des gens qui le subissent et qui disent « Ben oui, je suis pris au piège, je suis pris comme dans une trappe à loup. Clac, hein, un piège à loup. Hein,
C'est mes parents, c'est mon éducation, c'est la tradition chez nous, on a toujours vécu comme ça, tous les hommes, toutes les femmes dans ma famille, tac, et alors on est là à contempler le piège sans rien faire. Vous savez comment on vit quand on est piégé et qu'on ne fait rien pour en bouger? On vit avec à peu près autant d'aisance que ceci. Vous voyez? C'est ça la capacité de fluidité dans la relation à soi, à l'autre et à la vie. Pas très comique, hein? On est proche du carton dans le piano, quoi. Il n'y a pas d'artiste. C'est monotone. Nous avons donc besoin de dire, tiens, effectivement, je suis peut-être piégé parce qu'il y a ces conditionnements, j'ai downloadé ceci ou ça, j'ai ces systèmes de pensée qui m'empêchent de vivre. Je ne suis pas dans une joyeuse expansion de moi au service de tous, je suis dans une petite contraction frileuse pour me protéger. Ce n'est pas comme ça que je veux continuer à vivre. Je vais voir le piège, je pousse, je tire, et vous voyez que ça n'est pas nécessairement confortable. Il faut se mouiller la chemise et se remettre les mains dans le cambouis. Il y a un peu de boulot à faire. Mais petit à petit, inévitablement, et je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais juste de l'entendre, toute personne qui s'implique dans ce travail avec un peu de courage, de bonne volonté et d'humilité va trouver comment désenclencher le piège et retrouver une aisance de circulation dans la relation à soi et à l'autre, une grâce même, jugez vous-même. 5 pièges résultent de certains conditionnements. Voyons ces conditionnements pour comprendre l'enclenchement du piège, pas pour accuser papa-maman. Papa-maman, ils ont fait avec tout leur amour, avec la meilleure des intentions et les moyens qu'ils avaient. Respectons chacun dans ses moyens. Les générations présentes avaient peu de moyens. Aujourd'hui, nous avons tant d'outils de connexion qu'ils n'avaient pas. Connexion interpersonnelle, bien sûr. Vous aurez pu, si vous vous remettez dans les baskets et jupettes du petit garçon, de la petite fille que vous avez été, vous aurez pu entendre des choses comme « Tu serais gentil de ranger ta chambre, s'il te plaît. » Puis tu serais gentil de m'aider un peu à la cuisine ou d'aider papa au jardin ou à l'atelier ou au commerce, s'il te plaît. Puis tu serais gentil de mettre ta belle robe ou ta belle chemise pour aller chez bonne maman dimanche. Bonne maman, elle aime bien ça. Et puis tu serais gentil de nous ramener des bonnes notes de l'école. Ça, c'est ce que nous avons entendu avec nos oreilles. Mais ce que nous avons capté avec notre petit disque dur, affectivo-psychologico-sensoriel, et qui peut nous télécommander notre vie durant, nous-mêmes croyant exercer notre liberté d'avancer dans la vie alors que nous ne serions qu'une sorte de Pinocchio dont les fils sont tirés par l'inconscient, ce que nous avons encodé est d'un tout autre ordre. Ce n'est pas « tu serais gentil de », mais « je t'aime si tu ranges ta chambre ». Je t'aime si tu accomplis les tâches que je te demande maintenant. Je t'aime si tu mets le vêtement que j'ai choisi parce que c'est moi qui sais. Et je t'aime si tu ramènes des notes rassurantes de l'école et me compenses, moi, ton parent qui ne sait pas gérer ses angoisses et qui a besoin d'être compensé par l'extérieur. Je ne dis pas un instant que c'est ça que les parents disaient textuellement. Ils nous donnaient sans doute la petite chiquenaude la pitchonnette pour nous aider à avancer avec la meilleure des intentions. Ce que je dis, parce que c'est cette vérité-là qui est intéressante, puis c'est elle qui peut nous bloquer, c'est que dans notre conscience d'enfant, ça a pu s'imprimer comme ça. Ça a fait impression et ça a généré un système de pensée. On m'aime si je délivre le bon résultat, si j'assure, si je fais le beau sourire, je tends la belle main, si je suis compétent. 5 pièges résultent de cette croyance. C'est une croyance, ce n'est pas la réalité, c'est du carton-pâte. Premier piège. Le piège du faire, F-A-I-R-E. La plupart du temps, nous aurons plus appris à faire qu'à être. Qui d'entre vous ne sera pas dit « mais je fais, j'oublie d'être » ou au moins ressenti. La course à tout bien faire, au travail, à la maison, dans son couple, avec les enfants, vertigineux. Qu'est-ce qui fait qu'on court tout le temps? Pour moi, ce n'était pas compliqué de l'identifier assez vite dès les premières journées de thérapie. Je suis entré en thérapie parce que je courais tout le temps. J'étais contre le temps et à un moment, le bon sens m'a fait accepter, je ne vais pas gagner cette course, j'ai besoin de pacifier mon rapport au temps. Je vais aller voir pourquoi je cours contre plutôt que de marcher avec. Et un des dommages collatéraux de cette lutte contre le temps, c'est qu'aucune femme ne voulait se lier avec un zombie pareil. Je multipliais les tâches dans tous les sens. Or, je sentais, arrivant vers 33-34 ans, que j'avais un jour envie d'avoir un couple stable, durable, et pas juste des relations amoureuses changeantes, et je voulais un espace chaleureux et sécurisant pour accueillir des enfants. Et donc, j'entre en thérapie pour ça. Et donc, je réalise assez vite que je cours tout le temps par une mécanique. Très vite, j'ai appris, j'avais de bons parents généreux, mais j'ai appris bien très vite, tiens, si je fais, vous m'aimez. Si je fais bien, vous m'aimez bien. Ok. Si je fais bien et beaucoup,
vous m'aimez bien et beaucoup. Et c'est parti pour la course à tout bien faire, encodé dans la peur de manquer d'amour. Et vérifiez vous-même, est-ce que vous vous sentez aimé pour ce que vous êtes, l'être unique, une merveille de la création, ou pour ce que vous faites? Cette confusion a failli me mener au burn-out. Je croyais n'être aimé que pour ce que je fais, ce que j'ai, livre que j'apporte, pas pour l'être que je suis. Et c'est pas que mes parents étaient méchants, c'est juste que j'ai pas senti ça. Alors, a fortiori, si on a pu vivre de la maltraitance ou du traumatisme, c'est encore plus difficile de sentir je suis digne d'être aimé, je suis aimable. La course à tout bien faire s'enclenche assez rapidement comme ça. Quel est le drame? C'est que quand je cours tout le temps, je ne sais plus m'asseoir avec moi-même dans la chaise du discernement pour revisiter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Or, c'est la clé de tout changement pour son propre bien-être, mais pour le bien-être autour de vous. Et je pense que chacune des conférences aura, par un biais ou par un autre, retapé sur le même clou. Et Martine, encore hier, nous disait « observe, observe, observe », et après « no brainstorming, retreat ». Retreat, centrez-vous. Laissez vos Googles intérieurs fonctionner. Et il y a une merveille de richesse dans l'intuition, la sensibilité, l'intelligence relationnelle intérieure. C'est d'une richesse incroyable, tellement négligée. Et le professeur, le matin, professeur Iedo, je mélange peut-être son nom, nous disait la même chose. Les grandes trouvailles, Archimède et autres, ont été faites dans des moments de vacances. Je ne cherche pas, et tac, ça m'apparaît. Être avec soi-même. Moi-même, j'ai eu du mal à faire ça. Quand je sentais des questions existentielles comme « qui suis-je ou cours, j'ai à quoi sers-je ?» Vous voyez, ce genre de petites questions qui n'arrivent pas qu'en boutade, mais parce que parfois on est vraiment au pied du mur. Ça me paraissait trop lourd, et alors je me mettais à pédaler de plus en plus vite, le nez de plus en plus dans le guidon, dans mon petit vélo, pour ne pas voir que j'avais quitté ma traque, comme on dit au Québec. Je prenais mon agitation pour de l'intensité. De nouveau, j'ai failli être en burn-out à cause de ça. Être avec soi pour revisiter ses priorités, clarifier ce qui se passe en soi, s'ancrer dans ses valeurs, mais également capter ce que toutes les traditions nous appellent le souffle. Et je ne vous demande pas de me croire, juste de l'entendre depuis le temps que j'accompagne les personnes dans ces processus de transformation. Je n'ai pas manqué de voir à chaque fois que lorsque j'entre dans un travail de discernement, en acceptant de démanteler le vieux système de pensée, de passer par un état de vacuité, parce que oui, il y a un moment de vide, et puis de retrouver une autre façon de m'aligner sur mon élan, dans ce processus de transformation, je ne suis pas longtemps seul. Quelque chose s'instaure, peut-être même que quelqu'un s'installe. Vous nommerez ça comme vous voulez. Mais à un moment, il y a un compagnonnage. Il y a quelque chose que l'on peut reprendre de façon extrêmement laïque en se disant « Tiens, mais tout l'univers depuis le Big Bang est en expansion, et moi je suis en contraction méfiance. » Forcément, je me prends l'univers en pleine figure. J'ai besoin de me remettre en expansion et de sentir que tout porte à donner le meilleur de moi au service de tous. Mais pour donner le meilleur de moi, il est peut-être temps que je comprenne qu'il est là. Présence à soi. Présence à l'autre. Quand je suis piégé dans le fer, j'ai du mal à être présent à l'autre, parce que je vais vite à la solution, au conseil, à régler le problème. Mais le lien ne m'intéresse pas beaucoup. En communication non violente, la devise, c'est le lien d'abord, le résultat ensuite. Et de nouveau, les illustrations que nous donne Claude nous le rappellent, une société dans laquelle le lien prévaut, la qualité du lien, l'écoute, l'empathie, la bienveillance, la collaboration, l'intelligence collective, le résultat vient ensuite, évidemment, puisque tout le monde se comprend bien, se respecte, chacun est à sa place, encouragé. Dans nos sociétés jusqu'ici, la devise est juste inverse. Le résultat d'abord, et le lien ensuite s'il reste du temps. Il n'y a plus de temps, donc c'est pas grave. Attention au lien. Quand j'ai commencé à être thérapeute, après ma vie d'avocat, je me suis vite... et je me suis occupé de jeunes de la rue, comme je l'ai dit, dans les petits ateliers. Et donc assez souvent, comme premier client, je ne parle pas des clients, mais j'avais des jeunes qui venaient en orientation, c'est pas de la thérapie, mais on peut savoir ce qu'ils veulent vivre. Et j'ai assez souvent des jeunes qui viennent me voir en disant « Tiens, je viens vous voir parce que je n'arrive pas à parler à mon père.
mon père, ou ma mère, enfin, peu importe. Et mon père, il est très pressé, il a plein de choses à faire, et donc quand je lui dis ça va pas trop, peux-tu m'écouter? Il s'assoit sur le coin du canapé, il m'écoute un tout petit peu, mais dès qu'il croit qu'il a compris ce que je veux dire, il téléphone pour prendre des mesures, il cherche des solutions, et c'est pas ce que je lui demande, moi, papa. J'aimerais qu'il m'écoute. Alors peut-être que si je vous paye, vous allez m'écouter. Alors il n'y a pas de blâme à avoir pour le papa qui est là, ou la maman, le parent en tout cas, qui est là en face du gamin. Qu'est-ce qui arrive à ce parent qui est là? Le parent, il est gentil. Très gentil. Il a appris, il y a un problème, je résous. Action-réaction, paf. Il n'a pas appris, il y a un problème, j'écoute. Je me tais. Je me laisse interpeller par ce que l'autre vit et ce qu'il est. J'ai bien côtoyé les mouvements humains en moi, je sais côtoyer les mouvements humains en l'autre sans peur. Je connais ce par quoi ça passe que de devenir un homme ou une femme. J'accepte ce par quoi ça passe pour mon gamin ou pour mon collègue, etc. Ce qui fait que ça donne des enjeux comme « Ah bon, t'es dans la rue, mais moi je te croyais à l'école tous les matins, t'es dans la rue, tu joues bien ton jeu depuis 15 jours, oh là 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 là. Et puis tu fumes des joints, mais mon vieux, attends, déjà ce qu'on savait sur le tabac, tu fumes des joints. Ah, et pour payer tes joints, tu piques dans les magasins. Mais mon vieux, mais tu es en dépression, ça c'est sûr. J'ai un ami médecin, un peu de calmant, on va résoudre ça. Action, réaction. C'est trop menaçant ce qui se passe là. Comment être proche de l'humain devant? En plus, c'est mon gamin. Alors que je suis coupé de l'humain dedans. L'empathie ne va pas se générer par miracle par là, si elle n'existe pas d'abord par ici. La présence à soi est la clé de la présence à l'autre. Et ça demande que j'ai accepté de me coltiner mon ombre et mes difficultés en toute conscience, et que j'y ai donc consacré du temps. Ça ne tombe pas du ciel, c'est un processus. Et que je puisse donc avoir un dialogue qui serait par exemple celui-ci. Ah, t'es dans la rue, tu veux dire que l'école fait chier? Ah, pas tout. Les maths, tu piges plus rien. Ah. Et tu demandes des questions et le prof te dit posez pas de questions sur... C'est au programme, c'est comme ça. Ah, toi tu aimerais comprendre à quoi ça sert et comment ça va t'aider à être plus engagé, plus responsable et plus généreux. C'est ça que tu voudrais? Et le prof te dit c'est le programme, posez pas de questions. C'est pas une réponse d'adulte, ça. Je comprends que tu sois drôlement agacé. Alors tu fumes des pétards parce que la vie est plus intense. Tu trouves qu'elle est un peu morose et tu as besoin d'intensité. Dis donc bravo, hein. Tu as dégagé 2 clés fondamentales, il m'a fallu des années pour moi. Ça te va que je te dise ce que je sens par rapport à ça? Mais le sens et l'intensité, c'est la base de l'être humain. On a besoin de ça comme de pain. Moi, quand ma vie manquait de sens, quand j'étais plus jeune, je ne voulais pas le voir. Et quand elle manquait d'intensité, ce qu'elle est souvent de pair, je pédalais de plus en plus vite sur mon petit vélo pour prendre mon agitation pour de l'intensité. Toi, tu as déjà découvert ça, que tu veux ça? Alors, moi, ce que j'ai découvert, c'est que quand ma vie manque de sens et d'intensité, je me mets à me consulter plutôt que de m'agiter. Et lorsque je me consulte, je n'ai pas la réponse dans l'heure. Mais j'ai rarement passé plus de 2 ou 3 jours sans qu'une clarté se fasse, une perspective. Je cherche à comprendre qu'est-ce qui fait ce moment de mou, de passage à vide. Et assez vite, j'ai des réponses. Ce n'est pas un clic sur l'ordinateur, hein, ce n'est pas Google. Alors, dans la tradition dans laquelle moi j'ai grandi, hein, on appelait ça l'Esprit Saint ou la Providence. Bon, peu importe, tu l'appelleras bien comme tu veux, du moment que ça marche. Est-ce que ça te va qu'on côtoie cet inconfort et qu'on s'en reparle dans quelques jours? Ils sont où? Les parents qui se sont habitués à se coltiner les passages à vide, les passages par le doute, les passages par les phases dépressives ou le ras-le-bol pour pouvoir être à même d'accompagner l'autre dans ces passages-là. C'est ce que j'appelle un travail d'intériorité citoyenne. J'utilise mon amitié pour accompagner l'autre. Faute de ce discernement, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps dans beaucoup de nos familles? C'est la violence ordinaire, qui n'est pas en coups et blessures, mais qui est dans les attitudes. C'est que je vais balancer à mon gamin. Si tu repassais tes mathématiques, bûchais tes mathématiques, tu ne serais pas largué. Je t'avais bien prévenu, il faut travailler les mathématiques, mon vieux. Et puis, si tu n'avais pas quitté ton équipe de foot, tu ferais des matchs et ta vie serait un peu plus intense, comme tu dis. Tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. Voilà, boulot de papa, terminé. Mission accomplie. J'ai grondé, reproché, critiqué. On n'en est pas aux insultes ou aux injures, mais ça pourrait arriver. Voilà la pauvreté de nos moyens. Dans le climat de rapport de force que je vous ai rappelé tout à l'heure, je, me, moi, tu, te, toi, séparation, nous n'avons guère évolué depuis Cro-Magnon. Gourdin, pour avoir raison, ou Grotte, parce qu'on en a ras-le-bol. Mais il n'y a pas rencontre. La rencontre est un nouveau continent à découvrir. On n'est qu'au rivage. La rencontre vraie
Et ça demande d'apprendre à être. Permettez-moi de passer un instant de l'individuel au collectif. Si moi, citoyen, je ne trouve pas les clés d'une vie intérieure nourrissante, pacifiante, alignante, me permettant de goûter que ce que je vis là, dans la qualité de mes relations, dans leur profondeur, dans l'authenticité, etc., ça, c'est assez. Et je goûte, et je m'enchante. Et bien, évidemment, je cherche plus à l'extérieur, reconnaissance, argent et gloire. Mais mon voisin fait la même chose, il n'a pas trouvé les clés pour sentir qu'il a assez, et que c'est bien dans ce que Pierre Rabhi appelle une sobriété heureuse. Il cherche aussi à l'extérieur, dans une course. Et ainsi, individuellement, nous avons créé une société dans laquelle tout le monde court tout le temps. Et cette course nous épuise, chacun de nous, burn-out, surconsommation de médicaments, individuellement, mais cette course épuise aussi la planète qui n'en peut plus de tenter de fournir dans ses matériaux par nature limités des ingrédients destinés à fabriquer des gadgets eux-mêmes destinés à compenser notre mal-être. Pensez-vous que nous consommerions en jetant autant de choses si nous avions trouvé les clés d'un profond bien-être? Ce n'est pas que je nous invite tous à être des ermites yogis devant une grotte, en vivant simplement d'un peu d'air, comme certains le font, paraît-il. C'est que simplement, je pense que nous pouvons sérieusement simplifier nos vies, simplifier en s'alignant sur l'essence de notre être et nous dégager d'un stress et d'une agitation qui est complètement en dehors de la quête de l'enchantement, qui est un vrai désenchantement. Nous courons à contre-courant de ce que nous cherchons. Nous voudrions l'enchantement et nous nous bousillons la vie au quotidien. À force de faire, on oublie d'être. Il est temps de quitter l'âge du faire. Deuxième piège que je vous propose d'aller voir, résultant du conditionnement « je t'aime si t'es sage, si t'es gentil », en tout cas de cette impression, c'est la difficulté à avoir une bonne estime de soi. Souvent, nous aurons mis l'estime de soi dans le regard de l'autre. Si l'autre m'aime bien, tout va bien. Mais s'il est fâché sur moi ou qu'il a des critiques, rien ne va plus. Je suis donc devenu hypersensible et vulnérable au regard de l'autre. Ma force n'est pas en moi, elle est dans l'appréciation reçue, ce qui me rend fragile. Et donc, avec de grandes difficultés à innover, à changer, à bousculer les choses, à faire que le système se met un peu en branle, parce que j'ai peur de ne pas être aimé. L'estime de soi n'est pas un enjeu de développement personnel, c'est un enjeu de développement social durable. Et effectivement, des outils développés dans les différents laboratoires du développement personnel sont extrêmement performants pour développer l'estime de soi. Mais ce n'est pas un petit enjeu. 90% de la population, au dire des thérapeutes, coachs, accompagnants, manque d'une juste estime de soi. C'est un enjeu de santé publique. Et je peux vous avouer en toute simplicité que je n'étais pas entré en thérapie par manque d'estime de moi. Je vous l'ai dit, c'est parce que je courais trop vite et que dans cette course, il y avait du mal à faire des relations amoureuses durables. Bon. Mais assez vite, en thérapie, le thérapeute pousse sur les bons boutons, m'amène à voir qu'effectivement, je consacre 50% de mon énergie à tenter de plaire aux uns et 50% de mon énergie à tenter d'éviter de déplaire aux autres. Qu'est-ce qui reste pour être ma vraie vie, pour vivre ma vraie vie? Qu'est-ce qui reste pour être aligné sur mon fil rouge? Rien. Suradapté aux attentes des autres. Ça n'est pas nécessairement confortable de réaliser, tiens, je manque d'estime de moi. J'ai à apprendre à m'autoriser, à me faire confiance, à m'affirmer. Et de nouveau, ce que Claude nous partage comme parcours nous indique bien combien c'est bénéfique de travailler l'estime de soi pour oser secouer les choses quand il est temps de le faire. Cessons d'être gentils. L'estime de soi, heureusement, ça se jardine, ça s'apprend, ça se muscle, ça se développe, et de nombreuses pratiques existent pour ça. C'était le deuxième piège. Troisième piège, la difficulté à faire bon accueil de la différence. Lorsque je me sens aimé si je suis semblable, que j'adhère aux idées, que je fais un beau sourire, j'ai tendance à croire qu'il faut être même. Et donc, si moi je suis même, j'attends que l'autre soit même, sinon on ne s'aime pas. Et donc, j'ai peu d'accueil pour la différence. La différence, vous l'aurez perçu, c'est absolument nécessaire de l'intégrer. Nous sommes dans un monde en grande mutation, il n'y a jamais eu autant d'exode de population à gauche et à droite. Si nous ne développons pas à la fois une bonne estime de soi, ancrage dans ce que je suis et une grande capacité à accueillir la différence, nous risquons d'aller vraiment vers l'explosion. C'est de nouveau de santé publique que d'apprendre à développer l'estime de soi et l'accueil de la différence. Comment c'est arrivé cette difficulté d'accueillir la différence? Assez souvent, ça a trait au fait que notre propre différence, nous n'avons pas senti qu'elle était bien accueillie. Si ma différence n'est pas bien accueillie, j'ai du mal à accueillir la différence de l'autre.
Et rappelez-vous peut-être juste cette petite histoire. Parfois, revenir dans le passé peut nous aider, pas toujours. Mais... Cette belle fantaisie qui vous habitait, cette créativité quand vous aviez 3-4 ans, vous arriviez chez les grands-parents, vous sortiez tous les tiroirs, tous les vieux jeux dans les tiroirs, vous faisiez des cabanes avec les coussins du salon, ça enchantait vos grands-parents qui adoraient cette fantaisie, cette créativité, d'autant plus que ça ne durait qu'une après-midi. Vous êtes arrivé à la maternelle, est-ce que là vous avez entendu l'institutrice vous dire, lorsque vous avez sorti tous les couloirs, tiroirs, combiné tous les jeux, fait toutes les cabanes possibles, est-ce que vous avez entendu l'institutrice vous dire, mais quelle belle énergie t'habite, quelle créativité, quel goût de vivre et d'inventer, merci d'être qui tu vas être un moteur pour toute la classe. Vous vous souvenez de ça, vous? On vous aura dit, ou on vous aura laissé en comprendre, souvent par un non-verbal sévère, t'es un peu trop comme ceci. Et t'es pas assez comme ça. Rentre dans la petite boîte de la gentille petite fille ou du gentil petit garçon qui fait bien ce qu'on lui demande. Il y a des instructions, on obéit. On picote le petit canard sur la ligne noire, pas à côté. On peint la vache en brun, pas en bleu. Et vous aurez appris de façon subliminale à avoir peur de votre différence, de votre sensibilité, de votre vigueur, de votre fantaisie. Vous aurez appris à, c'est du belge, vous racrapoter. Vous racrapoter pour ne pas déranger. Et vous arrivez à 40, 45, 50 ans et vous êtes toujours racrapoté dans une partie de vous. Il y a des tas de parties de vous qui ne s'expriment pas. Et le risque, il est évident, si je réprime ce qu'il serait juste que j'exprime, tôt ou tard, je déprime. Au-delà du plaisant jeu de mots, j'ai pu accompagner pas mal de personnes en dépression parce qu'elles oubliaient de dire des choses, nommer un désaccord, partager une colère, échanger sur une tristesse, nommer ce qui se passe à l'intérieur de soi, mettre à jour, mais aussi n'oublier de faire vivre des parties de soi, une sensibilité, une délicatesse, mais aussi, et parfois concomitamment, une force, une fantaisie et une rigueur, l'un n'empêchant pas l'autre. Hein. Cessons de diviser par la pensée binaire. Nous avons besoin de nous autoriser notre différence pour pouvoir accueillir pleinement celle de l'autre. Parce que quand j'ai tué ma différence, et que d'ailleurs ça me tue, lorsque l'autre, tout d'un coup, s'autorise à être différent, à penser, à avoir de l'imagination, des idées politiques ou religieuses différentes des miennes, tout d'un coup, j'ai dit, attends, tu ferais mieux de rentrer dans l'ordre. Je suis rentré dans l'ordre, moi. Tu vas rentrer dans l'ordre, hein. Et si tu ne veux pas rentrer dans l'ordre, rentre chez toi, si par malheur tu viens de loin. Et nous voyons le drame à quoi ça nous amène. Hein. On voit bien que l'accueil de la différence est un enjeu de santé publique, de vivre ensemble. On a largement dépassé les enjeux du développement dit personnel. C'était le troisième piège, peur de la différence. Vous avez là une clé pour la traversée des conflits. On n'est pas dans un monde angélique, des conflits, il y en aura. Nous pouvons juste apprendre à nous outiller pour traverser les conflits. Et les deux clés qu'on vient de voir, estime de soi et capacité d'accueil de la différence, sont deux clés très précieuses pour ça. Déjà, c'est une petite heure, non? Elle a rétréci. C'est sérieux? La navette ne va pas rétrécir. Faites le petit exercice suivant si ça vous amuse dans les jours qui viennent. Quand vous serez en face de quelqu'un que vous aimez bien, un conjoint, un enfant, un ado adorable, hein, une vieille maman, un pote, et que cet être que vous aimez développe sur un sujet qui vous tient à cœur des idées très différentes des vôtres, vérifiez votre capacité d'accueil de la différence. Vérifiez, c'est décapant. Vérifiez si vous êtes capable de vous installer tranquillement dans la chaise en face, en écoutant cet être que vous aimez, avec qui vous avez tant de connivence, développer des idées très différentes des vôtres. Vérifiez si vous êtes capable de vous enchanter de cette richesse. Tiens, comme c'est intéressant, on a tant de points communs. Et là-dessus, on n'est pas d'accord du tout, comme c'est intéressant. Hein? Ça décape un peu d'ego, moi qui crois que j'ai toujours raison, tout d'un coup je réalise que peut-être c'est intéressant, cette posture-là. Enfin bon, je m'ouvre. Eh bien, vérifiez la prochaine fois que ça vous arrive, et si vous êtes capable de résister plus de 30 secondes, sans dire « oui, mais attends, parce que moi, je », dans une gestuelle pratiquement identique, qui indique tout, sauf l'accueil de la différence. Je vous en parle en toute humilité.
J'enseigne la communication non violente depuis 25 ans. Je suis marié avec Valérie depuis 20 ans. Nous avons un couple heureux et joyeux. Et il se fait que Valérie peut développer sur des sujets sur lesquels j'ai l'impression que c'est moi qui sais, notamment la relation humaine, elle est artiste, des idées très différentes des miennes. Et je sens parfois l'avocat qui se réveille en moi avec le gourdin. Attends, t'as tort, parce que bing, argument. Et d'ailleurs, j'ai raison, parce que rebing, argument. Et puis je me dis, attends, c'est la qualité de vie que je veux avec ma conjointe. Je ne me suis pas engagé pour avoir raison, je me suis engagé pour goûter le profond contentement de tout mon être dans la relation à moi et à l'autre. Je vais donc accepter qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, c'est pas très grave. Hein, et ça nous fait quand même un point commun, quand on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord. Hein, on est d'accord là-dessus. Et alors il me revient à l'esprit cette petite phrase que Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, citait. Il citait lui-même un message spirituel qu'il avait beaucoup nourri. Et il nous disait, et j'avais été scotché quand je me formais avec lui, nous avons un choix fondamental dans l'existence. C'est être heureux ou avoir raison. Laissez la phrase arriver au bon endroit. Moi, j'étais avocat à l'époque et je voulais toujours avoir raison. Et j'exportais le même modèle dans mes relations amoureuses ou sociales. Je foutais la merde, passez-moi l'expression. Si vous voulez vous rendre la vie malheureuse, prétendez que vous avez raison. Vous allez vous la saboter très bien. L'idée, c'est de quitter ce vieil encodage, quitter les rapports de force et accepter de cohabiter. On n'a pas besoin d'avoir raison pour être heureux. Hein. Ne confondons pas désaccord et désamour. Parce que j'en termine avec la petite image. Si vous faites l'exercice dans les jours qui viennent avec quelqu'un que vous aimez et que vous sentez l'envie d'argumenter, sondez avec un peu d'humilité. La plupart du temps, c'est « oui, mais si on n'est pas d'accord, est-ce qu'on s'aime ?» Fragilité affective liée à l'éducation. Je suis d'accord, je t'aime si tu es d'accord avec moi, si tu fais ce que je te demande. J'ai encodé qu'il faut être d'accord. S'il n'y a pas d'amour, attends, on n'est plus à la cour de récré. Hein. On peut s'aimer profondément, même si on n'est pas d'accord. Et le désaccord, on le voit dans les nouveaux fonctionnements d'entreprise, crée de l'intelligence collective. C'est parce qu'il y a une friction créatrice qu'apparaissent des troisièmes voies qui n'apparaissent pas dans les deux pôles précédents. Nous avons besoin d'apprendre à traverser les désaccords de façon fructueuse. C'était le quatrième piège. Le troisième piège. Quatrième piège, la difficulté à dire non et à dire non à temps, dans la bonne mesure et à la bonne personne. Souvent gentils que nous sommes, nous disons trop de oui, trop gentils, et à un moment, il y en a marre, ça explose. Comment est-ce qu'on dit non ? On dit non en clarifiant ce à quoi on dit oui quand on dit non. Certains ont dit non, je n'irai pas à la séance de ce matin parce que je dis oui à un retour à la maison en prenant un bus ou un train qui part à temps. Ça demande un peu de discernement, vous voyez, que de savoir quelles sont mes priorités. Et souvent, nous sommes pris dans les choses à faire. Si, ici, dans la journée, vous recevez un appel d'un ami, vous êtes entre deux réunions, deux conférences, vous êtes tout pris, vous appelle ce week-end, viens dîner, et vous dites « oui, on va dîner, ça fait plaisir, allez, salut ». Et puis vous vous dites « mais pourquoi j'ai dit oui ? Je suis parti toute la semaine, j'ai pas vu mes enfants, mon conjoint, j'aurais voulu rester à la maison tranquille ». Alors bon, vous y allez parce que vous avez dit oui. Avec un peu de chance, ça se passe bien. Le week-end suivant, votre même ami vous rappelle, vous êtes entre deux réunions au travail et vous dites de nouveau oui, pourquoi pas. Et puis vous dites, attends, j'ai redit oui, mais pourquoi j'ai dit oui ? J'ai envie d'avoir un week-end tranquille à la maison. Et puis la troisième fois, vous entendez le message sur le répondeur et il vous invite encore en disant, c'était tellement super, on refait ça. Et là, vous dites à votre conjoint, mais il nous pond plaire avec cette invitation à la con. Il nous envahit. Et remarquez qu'à force d'avoir été si gentil, vous voilà méchant. Mécanique extrêmement fréquente. Il eût mieux valu clarifier ce qui se passe en vous plus tôt et quand il vous appelle, dire « je suis dans un congrès, je n'ai pas le temps de te répondre, je te rappelle tout à l'heure, je vérifie si on est disponible à tout à l'heure ». Et la vérification de disponibilité n'a rien à voir avec l'agenda des choses à faire. Puisque vous savez que c'est le week-end et que vous êtes parti, vous avez envie de retrouver les vôtres. La disponibilité a trait à votre qualité d'être. Vous allez vous asseoir avec vous-même, vous poser la question qu'on a pratiquée dans les petits ateliers, comment ça va, comment je me sens. Il y a une partie de moi qui est joyeuse et heureuse, j'aime l'amitié et la fidélité de ses amis, je les retrouverai avec plaisir. Et en même temps, je suis un peu triste et fatigué, j'ai besoin de me reposer et de renouer davantage avec les miens que je n'ai pas vus depuis plusieurs jours. Et si je sens les plateaux de ma balance, et vous voyez que ça ne s'invente pas du jour au lendemain, ça demande un radar qui est un peu huilé, je sens que ça penche vers ça. Je vais donc rappeler tout à l'heure l'ami, et je le rappelle en disant toute la vérité. Merci pour l'invitation, j'adore l'amitié avec toi, ma femme aussi, on aime beaucoup se retrouver. Et en même temps, j'ai passé une semaine en congrès, je n'ai pas vu mes enfants ni mon conjoint, et j'ai vraiment besoin de les retrouver, de me reposer et de nourrir le lien familial. Ce sera ma priorité ce week-end. Merci beaucoup et à bientôt. Clac, sans aucune culpabilité.
Voulez-vous que vos amis vous aiment pour ce que vous faites ou pour ce que vous êtes? Le risque, vous voyez, c'est qu'on peut inventer un truc. J'ai vérifié, on n'est pas disponible, ben, maman vient ce week-end, ça n'ira pas, pauvre. Et vous inventez un truc bidon. Nous déplorons la confusion du monde et le chaos. Et nous allons y rajouter le nôtre. Vous assumeriez ça? De polluer la conscience du monde en important de la compromission? Pour moi, l'hygiène de conscience, elle commence ça, l'écologie relationnelle commence là. Je suis sincère, honnête, et je ne dis pas des choses qui sont fausses. Mais vous auriez pu vous contenter d'être dans la négation. Non, on n'est pas disponible, non, j'ai vérifié, non, ça n'ira pas, non, à bientôt. Clos. Bon, c'est pas très sympa pour le copain. Donc, vous remplacez le non par oui. Clarifiez ce à quoi vous dites oui quand vous dites non. Oui à l'amitié, oui à se retrouver, oui à fêter ensemble, oui on espère se revoir, oui à la vie de famille, oui à l'intimité, oui à avoir cette priorité sur le cercle le plus rapproché pour cette fois. Oui, à bientôt. Que des oui. Ça fait un petit tri dans les amis. Vous n'aurez plus de courtisans. Vous aurez des vrais amis qui vous aiment pour ce que vous êtes. Un être sincère qui sait célébrer l'amitié et célébrer l'intimité avec son conjoint et ses enfants. L'un et l'autre. Et qui ne met pas les choses en opposition. C'était la difficulté à dire non, je résume. Derrière cela, il y a aussi la difficulté à entendre non. Eh bien, la prochaine fois que vous aurez du mal à entendre non, clarifiez à quoi dit-il oui ou dit-elle oui quand elle dit non. Reliez-vous au besoin qui est privilégié chez l'autre, qui n'est pas forcément le même que le vôtre. Ça va créer du nous. Vous allez vous intéresser à ce qui est vivant chez l'autre. Ça dénoue beaucoup de conflits. J'écoute ce à quoi l'autre dit oui quand il dit non. Et assez souvent, quand il est honoré ou compris dans ce à quoi il dit oui, il lâche un peu sa stratégie. C'est son besoin qui va devenir important, pas forcément la stratégie. Et là, je fais très bref, mais quand on lâche les stratégies pour comprendre les besoins, des stratégies plus opportunes permettent souvent de nourrir les deux besoins. J'arrive au dernier piège, la difficulté à faire bon usage des émotions. Il est rare que nous ayons bien appris à gérer la tristesse, la colère, le dépit, la rage. Tout ça, ça fait partie de notre humanité. Ce n'est pas des accidents, c'est des ingrédients. Nous avons besoin d'apprendre à côtoyer ça. Ceux qui ont fait le stage avec moi savent que je propose de s'asseoir avec la colère, avec la tristesse, en la faisant venir et en discutant. Causez avec les parties de vous. Vérifiez avant de tenir une réunion avec des gens dont vous aimeriez qu'ils soient ensemble. Est-ce que moi je suis ensemble avec mes parties? Ou est-ce que ça tire à U et à dia là derrière et je fais bonne figure par devant? Réunissez-vous, recueillez-vous, prenez un moment de recueillement. Ce n'est pas ce que vous faites qui tient la réunion, c'est ce que vous êtes. Et dans cet ancrage, vous l'aurez perçu, ça nous demande de savoir puiser dans notre puits. On ne puise pas dans un puits en courant à toute vitesse. En courant à toute vitesse, on se dessèche. Et c'est ce qui arrive à la majorité de nos contemporains. Burn-out, dépression, surconsommation de médicaments, etc. Nous avons besoin d'apprendre à ralentir. Nous avons besoin d'apprendre à nous asseoir. Nous avons besoin d'apprendre à laisser tout doucement le seau du discernement descendre dans le puits de la connaissance universelle dont nous parlent systématiquement toutes les religions et philosophies du monde, qui nous disent dans des mots assez proches la même chose. Assieds-toi, fais silence, descends à l'intérieur de toi-même et tout ce dont tu as besoin pour vivre te sera livré. Toutes nous disent ça, quels que soient les mots qu'elles emploient. C'est surprenant que nous soyons à ce point distraits de ce puissant message. Et j'étais si heureux hier de voir que Martine nous le rappelle à un niveau de management important dans un État. Je souhaite d'intégrer ça petit à petit. Pour cela, vous l'aurez perçu, nous avons besoin de pacifier nos rapports au temps. J'en termine par cela. Nous sommes, je vous partage ma conviction, nous, êtres humains, un être infini, coincé dans un corps fini, et ça dérange. Ce petit corps coincé dans l'espace-temps limite mon inspiration à des choses infinies. Et je pense que chacun s'y retrouvera, qu'on ait ou pas une vie spirituelle. Je pense que nous pouvons sentir une aspiration à des besoins d'harmonie, de beauté, d'équité infinie, de justice, de justesse, de partage. Et que malheureusement, le contingentement de la vie fait qu'on ne goûte pas ça. Nous avons besoin d'apprivoiser la dimension infinie de notre vie. Ce que je vois dans mon travail d'accompagnement, c'est que
si nous ne trouvons pas une méthode, une approche personnelle et vivante pour nourrir cette fibre d'infini, et ça peut être bien sûr les méthodes traditionnelles de la prière, de la méditation laïque, de la contemplation, personnellement je suis un grand adepte de la contemplation de la beauté, de l'art, de la création, du chant, toute approche qui nous font tressaillir et nourrir cette fibre infinie, si nous ne trouvons pas cette façon de nourrir cette partie de notre être à travers le quotidien, eh bien assez vite la frustration s'installe. L'amertume s'installe, l'agacement, assez vite le cynisme et tôt ou tard l'agression sur l'autre. Tu es celui qui m'empêche de vivre, notamment les enfants le soir. Génocide quotidien où j'exporte mes frustrations sur des êtres innocents. Nous avons donc besoin de développer une intériorité citoyenne qui nous permet de sentir que je sais nourrir cette fibre d'infini et accepter le contingentement dans l'espace-temps. Le temps. J'ai mis une chaise ici pour le faire venir. J'ai encore 3 minutes pour faire le temps? Oui? J'ai le temps de faire le temps? Est-ce que nous avons pris soin de pacifier notre rapport au temps? Nous n'aurons pas raison du rapport au temps. C'est la condition de base de notre existence. Est-ce que nous savons avoir un dialogue amical avec le temps? Comme celui-ci, par exemple. Viens là, le temps, assieds-toi, tu es mon ami, tu es mon frère. Sans toi, je ne peux rien faire. Tu es celui qui permet de réaliser mes projets. J'ai rêvé de femmes et d'enfants et petit à petit, grâce à toi, j'ai la chance de goûter ça. Tu fais mûrir mes pommes dans mon pommier et mon vin dans ma cave, alors je compte sur toi. Je t'associe à mes projets. Et d'ailleurs, je sais que tu ne respecterais pas ce que je ferai sans toi. Alors parfois, je suis agacé parce que j'aimerais être au-delà de toi et ne pas devoir compter sur toi. Et il y a une certaine rigueur que tu m'imposes qui parfois m'énerve, parce qu'il y a une partie de moi qui est infinie. Mais peut-être que c'est ça que tu m'apprends dans ta sagesse immémoriale, c'est d'accepter que je suis un être infini malgré la finitude. Ça doit être ça. Merci de ta sagesse. Est-ce que c'est ça notre rapport au temps? Est-ce qu'il faut même d'avoir imaginé que nous pourrions apprendre à pacifier notre rapport au temps, est-ce que nous ne nous entendons pas dans une bagarre qui ressemble plutôt à ceci? Tu es mon ennemi, tu me ronges, tu me rouilles, tu me brouilles, tu me disperses, tu me divises, fous-moi le camp. Condition de base de notre existence, nous n'aurons pas raison du rapport au temps. Amis ou ennemis, nous avons besoin d'intégrer un rapport doux au temps. J'anime un séminaire sur ce thème. Une maman arrive le soir de la présente où on se rassemble pour plusieurs jours sur ce thème-là. Elle dit, je viens faire ton séminaire sur le temps parce que mon gamin de 7 ans, il y a quelques semaines, s'est retourné dans le corridor qui mène aux chambres et il m'a dit, du haut de ses 7 ans, « Maman, je ne m'appelle pas, dépêche-toi !» Dépêche-toi, range ta chambre, dépêche-toi, mets ton pyjama, dépêche-toi, brosse tes dents, dépêche-toi, regarde tes affaires. Cette mère était sidérée d'avoir un bon maître dont elle était le disciple. Et elle me dit, ce gamin m'apprend 2 choses fondamentales. 1, maman, tu m'as donné un prénom, parce que tu m'as chéri dans ton idée, dans ton concept avec papa, et vous m'avez voulu désirer, et je suis arrivé chez vous. J'ai un prénom, j'ai une identité, appelle-moi par mon nom, dis-moi que j'existe. Et tu m'as invité parce que tu as senti que la vie serait plus enchanteresse ensemble. Tu ne m'as pas mis au monde, maman, pour que je me brosse les dents, ce n'était pas l'objectif. Ni que je me couche à 7h30, ni que je fasse mes affaires pour demain. Ça, c'est l'intendance de l'enchantement. Il date de quand, notre dernier moment d'enchantement, maman? Deuxième clé que dit la maman, elle dit, mon gamin me dit une deuxième chose, c'est que vous, adultes, vous vous êtes encodés sur un rapport au temps complètement débile, vous le savez, vous êtes sur un Titanic qui fond sur l'iceberg, vous ne voulez pas changer, mais ma génération va changer. Nous voulons un rapport au temps doux, maman. Alors, tu veux bien respecter ça? Je nous invite donc à nous laisser interpeller par nos enfants, qui nous amènent une nouvelle conscience beaucoup plus fraîche, désencodée de nos habitudes. Et j'en termine en vous proposant de voir qu'en travaillant sur nous-mêmes, en acceptant de remettre en question nos systèmes de pensée, nous avons une énorme capacité à changer les choses. Rappelez-vous Václavic, si l'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Ça veut donc dire, si je veux obtenir autre chose, je dois faire autrement. Mais comment est-ce que je vais faire autrement si je pense pareil? Impossible. Et les différents témoignages tout au long de ces 2 jours vous l'auront confirmé, nous avons besoin de changer le système de pensée, quitter nos enfermements, et ça suppose une vie intérieure transformante. Je vous laisse avec cette réflexion de Christiane Singer, un auteur que sans doute beaucoup d'entre vous auront beaucoup aimé, je vous encourage à la lire, Christiane. Elle disait ceci, dans ce monde qui se dessèche, si nous ne voulons pas mourir de soif, eh bien il nous faudra à chacun de nous devenir source. C'est ce que je nous souhaite.